Bienvenue dans notre podcast Under the Hood, un mix de business et de sociopsychologie. Vu de l'extérieur, le business paraît rationnel. Pourtant, il ne l'est pas. Under the Hood explore les forces psychologiques et systémiques invisibles qui pilotent réellement la performance. Les incitations, les angles morts, les jeux de pouvoir, les habitudes, la peur, l'ambition. Pourquoi des organisations intelligentes répètent-elles les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui distingue vraiment l'agitation du progrès? Ici, pas de philosophie de salon. On part des prises de conscience pour aller vers l'ingénierie comportementale et surtout vers des outils concrets applicables immédiatement. Et rappelez-vous, comprendre est utile, mais c'est l'exécution qui change réellement la donne. Aujourd'hui, on va partir d'une histoire vécue, une histoire de client qu'on a analysé. Imaginez un peu le tableau. Oui. Une entreprise avec un super produit, des clients qui adorent, une bonne réputation, mais qui plafonnent. Complètement. Hmm. Et le dirigeant, lui, c'est une pile. Plein d'ambition, mais il a cette sensation, tu vois, d'être sur un tapis de course. Il court de plus en plus vite juste pour rester sur place. C'est un scénario tellement commun. C'est ça. L'énergie est là, l'ambition aussi, mais l'organisation, elle n'est plus à la bonne taille en fait. Exactement. Et du coup, il nous contacte avec un double objectif, très clair. D'un côté, structurer la boîte pour qu'elle atteigne enfin le niveau de ses ambitions. Et de l'autre, un truc plus personnel, se libérer du temps. Arrêter d'être l'homme orchestre et se concentrer là où il a une vraie valeur ajoutée. Et ce cas nous a poussé vers une question qui est, je pense, fondamentale pour la croissance. Ah oui, ce n'est pas comment on optimise ce qui existe déjà. Non, ça c'est la vision court-termiste. La vraie question, c'est comment on aligne la structure d'une boîte, non pas sur ce qu'elle est aujourd'hui, Mais sur ce qu'elle veut devenir. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. c'est complètement contre-intuitif. Et pour illustrer ça, les sources qu'on a étudiées proposent une analogie que je trouve géniale, Laquelle? celle du champion olympique. La question est simple. À quel moment un athlète devient un champion? Est-ce que c'est quand on lui met la médaille d'or autour du cou? Ah, c'est une bonne question. On serait tenté de dire oui, mais j'imagine que la réponse est non. Évidemment. L'analogie, elle suggère que le vrai moment, le point de bascule, c'est des années avant. C'est le jour où il décide de se comporter comme un champion. C'est Sam. Alors qu'il n'est qu'un espoir parmi d'autres, il adopte l'hygiène de vie, la discipline, l'entraînement. D'un champion du monde, il est déjà champion dans sa tête et dans ses actes. Voilà. Dans le sport, ça paraît évident. Personne n'attend d'être sur le podium pour commencer à bien manger. Ce serait absurde. Le comportement précède le statut. C'est le cas typique où mettre la charrue avant les bœufs, c'est la seule stratégie qui marche. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'en business, on fait l'inverse. Tout le temps. Notre réflexe, c'est on fait 1 million de chiffre d'affaires, organisons-nous pour 1 million. On est 20, mettons des process pour 20. Mais si l'objectif c'est 10 millions et 100 personnes, cette logique devient un plafond de verre. Un plafond qu'on se construit soi-même. C'est un piège de confort en fait. On optimise le présent parce que c'est concret, on le maîtrise. Se projeter, c'est abstrait, c'est inconfortable. Et du coup, on tombe dans un deuxième piège. On regarde les géants du secteur et on se dit Ok, on va copier ce qu'ils font. « Mais attends, on nous dit tout le temps de s'inspirer des meilleurs, de regarder les leaders. Où est le problème ?» La nuance est énorme. L'erreur, c'est de copier ce que les leaders font maintenant. Avec leurs milliers de salariés, leurs milliards de revenus. D'accord, leur structure actuelle est faite pour une complexité qu'on n'a pas du tout. Exactement. L'approche intelligente, c'est d'étudier ce que ces boîtes faisaient quand elles étaient à notre stade. Et là, on découvre quoi? Qu'elles ont mis la charrue avant les bœufs. Toujours. Elles ont bâti l'organisation pour 5 millions alors qu'elles en faisaient 2. Elles ont recruté un DAF alors qu'une comptable aurait suffi dans l'immédiat. Elles ont investi dans des systèmes pour demain. Et ça nous amène directement au rôle du dirigeant. Parce que cette posture de champion, elle ne peut être incarnée que par une seule personne au début. Le CEO. C'est ça. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Une croissance sérieuse, ce n'est pas qu'une question de produit. C'est d'abord la posture du dirigeant. Il y a une expression qui résume tout. Il ou elle doit absorber le déficit de système. J'adore cette phrase. Elle est inconfortable, mais elle est fondamentale. Absorber le déficit de système, ça veut dire que s'il manque un process vital ou s'il est faible. Il n'y a personne d'autre pour compenser. C'est ça. Si le recrutement bloque, le CEO ne demande pas juste un meilleur process, non. Il passe des heures sur LinkedIn lui-même s'il le faut. Pas parce que c'est son job à long terme. Non, juste parce que c'est le seul moyen de débloquer la situation, là, maintenant. Le dirigeant devient une sorte de système de secours humain pour l'entreprise. Son rôle, c'est d'être le débloqueur en chef. Et les blocages, ce ne sont pas des concepts abstraits. Les sources en listent des traits concrets. Oui, comme un KPI, un indicateur, que tout le monde regarde mais qui est mal calculé.
Ou un client historique mais toxique qui plombe le moral des équipes. Un conflit larvé entre le marketing et les ventes. Ou ce recrutement clé qui n'arrive jamais, cet arbitrage stratégique qui traîne depuis 6 mois et qui paralyse tout. Et le point clé, c'est que le rôle du patron à ce moment-là, ce n'est pas de présider une réunion pour en discuter. Non, c'est de s'impliquer directement pour que ça se résolve. C'est de faire, pas juste de superviser. L'exemple qui vient toujours, même s'il est caricatural, c'est Elon Musk. Ah oui, On le voit comme un visionnaire, mais son mode opératoire sur le terrain, c'est qu'est-ce qui est sur le chemin critique? Qu'est-ce qui nous ralentit aujourd'hui? et il ne se contente pas de pointer le problème du doigt. Il identifie le souci, il trouve la personne la plus compétente Qu'elle soit ingénieure junior ou vice-présidente? et il reste avec elle jusqu'à ce que ce soit réglé. Il co-exécute. C'est une nuance énorme. Ce qui implique une condition, le dirigeant doit comprendre son business dans les moindres détails. C'est non négociable. On ne peut pas débloquer un sujet technique si on ne pige rien à l'ingénierie. Ou un enjeu de vente de logiciels si on ne comprend pas les notions de base comme l'acquisition, la rétention, les fameux unit economics. Exactement. Et pour rappel, les unit economics, c'est juste la rentabilité de base. Combien ça coûte d'acquérir un client et combien il rapporte. Si on ne maîtrise pas ça, On navigue à l'aveugle. On devient un simple commentateur. On peut donner son avis, mais on ne peut pas agir. On est dans les gradins, pas sur le terrain. c'est ça. D'accord. L'idée du débloqueur en chef est très forte, mais ça sent le burn-out et la microgestion à planer. C'est un risque, oui. Comment on sait où mettre son énergie sans se noyer? Il faut bien une méthode pour trier ce qui compte vraiment. Absolument. Et c'est là qu'intervient le concept le plus puissant des sources élites, la notion de chemin critique. Le chemin critique. Attention, ce n'est pas la liste de tout ce qui est important. Surtout pas. C'est quoi alors? C'est la poignée de choses, 3, 5, 7 au grand maximum, sans lesquelles rien d'autre ne sert à rien. C'est la séquence minimale d'étapes qui conditionne le prochain saut de performance. Ok. Et la plupart des boîtes dépensent leur énergie en dehors de ce chemin. Dans 80% des cas, oui. Complètement à côté. Alors, pour rendre ça concret, les sources élites proposent une méthode en 5 étapes. On peut la parcourir? Oui, et prenons un exemple pour que ce soit parlant. Disons qu'on dirige une petite boîte qui vend un logiciel pour les architectes. On stagne à 50 clients. Parfait. C'est quoi la première étape? Étape 1, définir le prochain mur, c'est-à-dire quelle est la chose qui doit être radicalement différente dans 6 à 12 mois. Un seul indicateur. D'accord. Pour notre boîte, disons qu'on veut passer de 50 à 150 cabinets clients en un an. C'est notre mur, clair, mesurable. Étape 2? Étape 2, trouver la variable dominante. C'est la logique du goulot d'étranglement. Pour passer de 50 à 150, qu'est-ce qui nous limite le plus maintenant? Alors là, ça pourrait être le manque de prospects, ou alors on a assez de démos mais notre taux de closing est trop faible, ou alors les clients partent vite. Il faut choisir le plus gros goulot. Ok, disons que c'est le taux de conversion. On fait plein de démos, mais ça ne signe pas. Très bien. On a isolé le problème. Troisième étape, descendre au point actionnable. Améliorer la conversion, c'est trop vague. C'est un vœu. Il faut creuser. D'accord, je continue l'exemple. On réécoute les démos et on se rend compte que les architectes bloquent tous sur le prix. Notre équipe n'a pas de bonne réponse à l'objection « c'est trop cher ». Ah, Le point actionnable, c'est donc pas améliorer les ventes, c'est créer et tester un nouveau script pour traiter l'objection prix. Ça, c'est concret. on y est. Et là arrive l'étape 4, le test décisif. Vérifié par la douleur. La douleur. La question est simple. Si ce point précis, le script sur le prix, reste bloqué 30 jours, est-ce que notre trajectoire vers les 150 clients change? Ah oui, la réponse est un grand oui. Si dans 30 jours on n'a rien, notre taux de conversion ne bougera pas. L'objectif s'éloigne. C'est donc bien un point critique. Ce test est un filtre génial contre l'agitation. C'est clair. Et la dernière étape? 5e et dernière étape. Réduire impitoyablement. Un vrai chemin critique contient très peu d'éléments. 3 à 7 max. Donc, dans notre cas, ce serait finaliser le script prix, former l'équipe dessus et mesurer l'évolution du taux de conversion. Point. C'est tout. On oublie le reste pour l'instant. Concentration extrême. Et une fois qu'on a ça, j'imagine que la clé, c'est le rythme. C'est ce que les sources appellent le drum beat hebdomadaire. Chaque lundi, on regarde les chiffres de ce chemin critique. Si ça avance, super. Si ça stagne 3-4 semaines, La question du dirigeant devient
Qu'est-ce que je dois faire personnellement pour que ça bouge? Et c'est ce moment précis qui nous amène à un choix qualifié de brutal dans les sources. Il y a deux deuils possibles. Le premier deuil, c'est celui de l'ambition. C'est ça, le dirigeant, consciemment ou non, choisit de préserver son confort, sa flexibilité, il évite les conflits, il garde un agenda souple. Et le résultat est quasi certain, la boîte plafonne. Ça peut rester une très belle PME, mais elle ne changera pas d'échelle. C'est le choix du lifestyle business, L'autre option, c'est le deuil numéro 2. celui d'une partie de son mode de vie. Voilà. Là, le dirigeant accepte de sacrifier une partie de sa liberté immédiate pour des rituels stricts, des réunions non négociables. Et accepter de mettre les mains dans le cambouis là où c'est pénible. C'est un chemin plus dur, mais c'est le seul qui donne une vraie chance de changer de dimension. Et si on ne le choisit pas? Le système choisit pour nous. Et le choix par défaut d'un système, c'est toujours la préservation de l'existant. Donc, ne pas choisir, c'est choisir de plafonner. C'est un constat un peu brutal, justement. Et ça pose une question pratique. Comment savoir si on est vraiment à ce carrefour? C'est difficile d'avoir le recul. C'est pour ça qu'un outil très concret est proposé. Un questionnaire d'autodiagnostic. Faut-il structurer maintenant? C'est ça. L'idée, c'est de permettre une évaluation rapide, honnête, en 10 minutes. Il met en lumière ce qu'on appelle la taxe cachée de la non-structure. Il y a des questions qui sont vraiment révélatrices. Par exemple, nos seniors passent-ils beaucoup de temps à aider ou sauver des situations? C'est une question très puissante. Si la réponse est souvent, ça veut dire que les personnes les plus chères de l'entreprise passent leur temps à faire du dépannage au lieu de construire l'avenir. C'est une taxe colossale. Ou une autre, les mêmes problèmes reviennent-ils trimestre après trimestre? Le symptôme classique d'une organisation qui a atteint son plafond de complexité. Elle ne fait plus que contourner ses problèmes de fond. Et ma préférée, c'est celle sur le courage. Sommes-nous prêts à retirer 20% du temps de nos meilleurs éléments du run? Pour l'investir dans le build, Ça va au cœur de l'arbitrage court terme contre long terme. Accepter de ralentir un peu maintenant pour aller plus vite demain. le but de l'outil, c'est de provoquer une prise de conscience, en fait. De réaliser qu'on paie déjà le prix du manque de structure, mais sous forme de chaos, de stress, de frustration. La question n'est plus avons-nous les moyens de nous structurer, mais Avons-nous les moyens de continuer à ne pas le faire? c'est exactement ça. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, ce questionnaire est disponible en téléchargement. Le lien est dans la description. Et si certains le remplissent et veulent un avis, ils peuvent nous envoyer les résultats par email. On sera ravis d'aider. Pour résumer le message central, vouloir la croissance sans accepter d'être par moment le dernier recours opérationnel, c'est incohérent. Le job du dirigeant n'est pas d'avoir raison ou de déléguer à tout prix. Le job, c'est que ça avance. Et c'est ce qui s'est passé pour notre client du début. En acceptant cette discipline, ses objectifs de faire x2, x5 ont cessé d'être des fantasmes sur un PowerPoint. Ils sont devenus des chantiers concrets avec un pilote dans l'avion. C'est une transformation spectaculaire. Pour finir, il y a une sorte de test émotionnel que je trouve intéressant. Les sources disent que quand on a trouvé le vrai chemin critique, on doit ressentir un mélange de 4 choses. Ah oui, hein? Une grande clarté, parce que tout s'aligne. Un profond inconfort, parce que ça touche là où ça fait mal. Un sentiment d'évidence, du genre « mais bien sûr ». Et le quatrième? Et une résistance interne, parce qu'une partie de nous n'a aucune envie d'y aller. La conclusion est simple, si votre chemin critique vous semble confortable, Ce n'est probablement pas le bon. C'est un excellent filtre. tout à fait. Merci d'avoir écouté notre podcast Under the Hood. Et rappelez-vous, comprendre est utile, mais c'est l'exécution qui change réellement la donne.